Une technicienne anonyme. Un châssis mort sur le tarmac, 6 ingénieurs militaires impuissants depuis 7 jours. Elle s'est approchée en silence, a murmuré 3 mots que personne n'a saisis, et le chasseur s'est réveillé. Les pilotes ont cessé de rire. Le commandant a blêmi, parce qu'il venait porter de comprendre qui elle était vraiment. Ce qu'ils ont découvert ensuite ne figurait dans aucun dossier officiel. Quelqu'un avait effacé son nom, et celui de tous ceux qui savaient. C'était classifié. Ça laisse peut-être encore. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. On va découvrir ensemble ce qu'on a tenté d'étouffer. Abonnez-vous, mettez la cloche et précisez en commentaire d'où vous nous regardez. L'aube sur la Corse n'appartient à personne. Elle se lève sans permission, sans prévenir, et répand sur le maquis une lumière couleur de cendre qui précède le rouge. Vivian Cross connaissait cette heure. Elle l'avait apprivoisée dans une douzaine de pays, sur une douzaine de bases militaires au nom oubliable. Solenzara n'était qu'un nom de plus. Elle descendit du taxi sans un mot, posa son sac sur le bitume tiède et regarda la piste s'étirer devant elle comme une phrase inachevée. Le message était arrivé 3 jours plus tôt sur sa messagerie chiffrée. 4 lignes, pas de signature, sinon un code qu'elle reconnaissait entre 1000, la séquence numérique propre au commandement opérationnel de la flotte interarmée. Elle n'avait pas répondu. Elle avait simplement fait sa valise. À l'entrée du poste de garde, un jeune planton la toisa de la tête aux pieds avec l'assurance maladroite de ses 20 ans. Blouson sombre, sac à dos, cheveux gris tirés en chignon serré, elle n'avait pas l'air de grand-chose, c'était voulu. Il vérifia son accréditation 2 fois, comme s'il cherchait l'erreur, puis la laissa passer, avec un geste vague en direction des hangars. Les F-35 étaient là, alignés dans la grisaille, semblables à des prédateurs endormis que personne n'osait plus approcher. Viviane s'arrêta un instant. 5 appareils, tous cloués au sol depuis 7 jours, selon le message. Elle compta les techniciens qui s'affairaient autour du 3e chasseur, 6 hommes, dont 2 en combinaison blanche, penchés sur un panneau d'accès, ouvert comme une plaie. L'un d'eux secouait la tête, un autre consultait une tablette en haussant les épaules. Le langage universel de l'impuissance. Elle s'approcha sans se presser. « C'est elle, la contractuelle ?» lança une voix dans son dos. Elle se retourna. 3 pilotes en tenue de vol, casque sous le bras, la regardèrent avec cet air qu'elle connaissait si bien. Un mélange de curiosité condescendante et d'ennui poli. Celui qui avait parlé était le plus grand, la mâchoire carrée, le cheveu court, le genre d'homme convaincu que sa combinaison lui conférait une autorité naturelle sur toute chose. « On leur envoie des femmes de ménage maintenant ?» murmura l'un des autres, juste assez fort pour qu'elle entende. Vivien ne répondit pas. Elle ne les regarda même pas davantage. Elle posa son sac au pied du chasseur, en sortit un petit boîtier noir et commença à faire le tour de l'appareil avec la lenteur méthodique d'une médecin examinant un patient difficile. Les pilotes échangèrent quelques sourires. L'un d'eux dit quelque chose à voix basse qui déclencha un rire bref. Elle n'enregistra rien de tout cela. Ou plutôt, elle enregistrait tout sans y accorder la moindre valeur. Pendant l'heure suivante, elle observa. Elle regarda les techniciens relancer pour la 4e fois une séquence de diagnostic qui retournait invariablement le même code d'erreur. Elle vit le chef d'équipe, un homme d'une 50aine d'années, au visage fatigué, frapper du poing sur le capot avec une frustration mal contenue. Elle nota la façon dont le 2e appareil réagissait aux vibrations du 3e, un frémissement presque imperceptible dans les gouvernes de direction, que personne d'autre ne semblait avoir remarqué. « Vous comptez nous aider ou vous êtes là pour prendre des notes ?» lança le pilote à la mâchoire carrée depuis l'entrée du hangar. Elle leva les yeux vers lui. Pas de réponse. Elle se retourna vers l'appareil. Ce qui se passa ensuite dura moins de 2 minutes. Elle débrancha le connecteur principal de diagnostic, attendit 4 secondes exactement et le rebrancha selon un angle légèrement différent. Puis elle posa la main à plat sur le flanc du fuselage, juste sous le cockpit, et murmura quelque chose. Une phrase brève, presque inaudible, dont personne ne put saisir les mots. Le boîtier noir en main, elle entra une séquence en 7 caractères. Le F-35 s'éveilla. Pas progressivement, pas avec les hoquets et les faux départs des jours précédents. D'un coup, net, comme si la machine avait simplement attendu qu'on lui parle correctement. Les voyants de bord s'illuminèrent en cascade, les turbines amorcèrent leur rotation avec ce sifflement grave et régulier qui signifiait une chose et une seule. L'appareil était en vie. Le silence qui suivit sur le tarmac était d'une qualité particulière. Le genre de silence qui précède la compréhension. Vivian ramassa son sac, rangea le boîtier et nota quelque chose dans un carnet à couverture noire. Autour d'elle, personne ne bougeait. Le chef d'équipe avait la bouche légèrement ouverte. L'un des pilotes regardait l'appareil,
puis elle, puis l'appareil, comme si ses yeux refusaient d'établir le lien. Le grand pilote à la mâchoire carrée ne riait plus. La Jeep du commandement arriva 3 minutes plus tard dans un crissement de pneus qui dispersa quelques goélands égarés sur la piste. Un homme en descendit avant même que le véhicule soit immobilisé, la soixantaine solide, tempes argentées, démarche de quelqu'un habitué à ce que les choses aillent vite. Le commandant Stanton. Viviane le reconnut sans se retourner, au son de ses pas sur le bitume. Certaines personnes ont une façon de marcher qui leur est aussi personnelle qu'une signature. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle. Un silence d'1 seconde, le temps d'une vérification, d'une certitude retrouvée. « Cross », dit-il simplement. Ce n'était pas une question. C'était la reconnaissance d'un fait établi, comme on énonce le nom d'un élément chimique devant une réaction qu'on ne comprend pas encore tout à fait, mais dont on sait qu'elle est exacte. « Stanton », répondit-elle du même ton. Il se tourna vers les pilotes qui s'étaient regroupés à distance raisonnable, avec cette prudence instinctive des hommes qui sentent confusément qu'ils ont commis une erreur sans en mesurer encore l'ampleur. Son regard passa de l'un à l'autre, s'attarda une fraction de seconde sur le grand à la mâchoire carrée, le lieutenant Ferracci, selon l'insigne, puis revint à Viviane avec quelque chose qui ressemblait à de l'embarras professionnel. « Messieurs, dit-il d'une voix égale, permettez-moi de vous présenter Viviane Cross, ingénieur en chef du programme de commande vocale des F-35, architecte principal du système Minerva, celle sans qui ces appareils ne seraient, techniquement parlant, que de très coûteux morceaux de métal. » Le silence qui suivit était d'une texture différente de celui d'après la mise en route du chasseur, moins stupéfait, plus lourd, la honte à son propre poids, et elle venait de se poser sur les épaules de 7 hommes en même temps. Ferracci regardait le sol. Viviane ne lui offrit pas la grâce d'un regard. Elle était déjà passée à autre chose, littéralement. Panne de la semaine noire n'avait rendu sa panne de la semaine noire, n'avait rien de mystérieux pour elle. Le premier appareil souffrait d'une corruption partielle du protocole d'authentification vocale, probablement une mise à jour mal déployée qui avait écrasé une couche de paramètres régionaux. Le deuxième présentait une interférence électromagnétique dans le circuit de validation secondaire, vraisemblablement aggravée par la proximité des nouvelles antennes relais installées en bordure de piste. Les 3 autres avaient des problèmes en cascade dérivés des 2 premiers. 7 jours de panique technique pour ce qui, vu sous le bon angle, ressemblait à une page de diagnostic d'entrée de gamme. « Combien de temps pour tout remettre en état ?» demanda Stanton. « 48 heures pour les 5, si vos équipes ne s'en mêlent pas. » Il accueillit la remarque sans broncher. Il la connaissait suffisamment pour savoir que ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la précision. « Je voudrais vous demander quelque chose, » reprit-il après un silence calculé. « Ces hommes ont besoin de comprendre le système vocal, pas seulement de l'utiliser, de le comprendre. Vous seriez la meilleure personne pour... » « Non. Cross-Punch. Je ne forme pas des pilotes, Stanton. Je forme des appareils. C'est une distinction fondamentale. » Il n'insista pas. Il avait posé la question parce que le protocole l'exigeait. Ils savaient avant tous les deux que la réponse serait celle-là. Elle passa encore 2 heures sur la base. Elle ne mangea pas, ne s'assit pas, ne fit pas de pause. Elle allait d'un appareil à l'autre avec une économie de gestes qui fascinait malgré eux les techniciens. Ferracci fit une tentative d'approche vers 11 heures, un mot d'explication, peut-être d'excuse, qui mourut dans sa gorge quand elle passa devant lui sans ralentir d'un demi-pas. À midi, elle récupéra son sac à l'entrée du hangar. Stanton lui serra la main avec une brièveté qui valait un respect sincère. Elle traversa la piste en direction du poste de garde, le soleil de Corse déjà haut et brutal dans son dos. Son téléphone vibra. Le message était sur la messagerie chiffrée, même séquence d'identification que le premier. Mais le contenu n'avait plus rien à voir avec des pannes techniques et des escadrons humiliés. 4 lignes à nouveau. Elle les lut 2 fois, le visage immobile, les yeux légèrement plissés sous la lumière. Un F-35 venait de réaliser seul une séquence de vol complète à bord d'un porte-avions en mer du Nord. Aucun pilote à bord, aucune autorisation enregistrée, aucune explication. Elle remit le téléphone dans sa poche et continua de marcher. La mer du Nord en février n'était pas un endroit. C'est un état d'esprit. Une hostilité permanente, grise et froide qui n'a que faire des constructions humaines qui s'y aventurent. L'hélicoptère mit 2 heures et demie pour rejoindre le Charles de Gaulle depuis Solenzara. 2 heures et demie pendant lesquelles Viviane ne dormit pas, ne lut pas, ne regarda pas le vide par le hublot. Elle réfléchissait. C'était une activité qui, chez elle, ne se distinguait de l'extérieur par aucun signe visible. Le porte-avions apparut dans la grisaille comme une île artificielle, démesurée et fragile à la fois.
Elle connaissait ses dimensions exactes. Elle avait travaillé sur l'intégration du système vocal à bord voilà 9 ans, et pourtant il lui semblait toujours incongru, ce colosse d'acier qui tenait sur l'eau par une sorte de confiance aveugle dans les lois de la physique. L'amiral Lefebvre l'attendait sur le pont d'envol, ce qui était en soi un signal. Les amiraux n'attendent pas, ils délèguent l'attente. Renaud Lefebvre avait 60 ans passés, une réputation de froideur méritée et des yeux couleur d'ardoise qui évaluaient les situations et les hommes avec la même économie de sentiments. Il lui serra la main sans préambule. « L'incident s'est produit avant-hier à 3h17 du matin, dit-il, en la guidant vers l'intérieur du bâtiment. Le pont était désert. L'appareil était en mode veille standard. Les caméras de surveillance montrent ce que vous verrez dans quelques minutes. » Elle le suivit dans les coursives étroites sans poser de questions. Il y avait un temps pour les questions. La salle d'analyse opérationnelle était petite, surchauffée, encombrée d'écrans. 3 officiers se levèrent à l'entrée de l'amiral avec ce réflexe pavlovien du grade qui agaçait toujours Vivian sans qu'elle se donne la peine de le montrer. Lefebvre fit un geste bref « Asseyez-vous » et se tourna vers elle. Les images d'abord. La vidéo durait 4 minutes et 30 secondes. Le pont d'envol, vu par une caméra fixe en hauteur, l'obscurité, l'écume des vagues contre la coque, le balancement régulier du bâtiment. Puis, à 3h17 précisément, le F-35 immatriculé 7MN s'éveillait. Les feux de navigation s'allumaient. Les gouvernes se mouvaient en séquence d'auto-vérification. La verrière du cockpit restait fermée et vide. L'appareil maintenait cette activité pendant 4 minutes exactement, puis retournait en mode veille comme si rien ne s'était passé. Viviane regarda la vidéo une fois, puis une deuxième fois, les yeux fixés non sur l'appareil mais sur les détails périphériques, les ombres, les reflets dans le métal mouillé, le timing précis de chaque activation. « Les journaux de bord, dit-elle. On lui tendit une tablette. Elle parcourut les données avec cette vitesse de lecture qui supposait non pas une hâte mais une familiarité absolue avec ce qu'elle cherchait. Les logs d'activation, le protocole d'initialisation, la séquence d'authentification. Elle s'arrêta. Là, entre la ligne 847 et la ligne 848 du journal Système, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Une empreinte vocale enregistrée comme vecteur d'autorisation. Une voix qui avait prononcé la séquence de déverrouillage du système Minerva, 7 phonèmes dans un ordre précis, avec une intonation codifiée que seuls les appareils étaient censés reconnaître, et que seule une poignée d'êtres humains sur Terre connaissait sa voix, mais pas sa voix. « Jouez-moi l'enregistrement, dit-elle. » Le son qui sortit des haut-parleurs lui fit l'effet d'un miroir déformant. C'était elle, le timbre, la hauteur, la façon dont certaines consonnes s'appuyaient légèrement sur le souffle. Mais quelque chose clochait dans les fréquences basses, une légère asymétrie dans le spectre harmonique, imperceptible à une oreille humaine non exercée. Vivian l'entendit immédiatement. « Ce n'est pas moi. »« Nous savons, dit Lefebvre. Quelqu'un a modélisé mon empreinte vocale, pas samplée, pas imitée, modélisée, algorithmiquement, avec accès aux données biométriques brutes du protocole d'origine. » Elle posa la tablette sur la table et resta un moment immobile, les yeux dans le vague de quelqu'un qui ne regarde pas mais calcule. Ces données n'existaient maintenant qu'à 3 endroits dans le monde. 2 d'entre eux étaient des serveurs militaires à accès restreint, dont elle connaissait personnellement les responsables. Le 3e était dans sa tête. « Ce n'est pas une défaillance, dit-elle enfin. Ce n'est pas une anomalie de système. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un qui a passé du temps, beaucoup de temps, avec le code source de Minerva. Quelqu'un qui comprend non seulement ce que le système fait, mais pourquoi il a été conçu de cette façon. » Elle leva les yeux vers Lefebvre. Quelqu'un qui était là au début. On lui attribua une cabine à bord pour la nuit, 4 mètres carrés, une couchette étroite, le ronronnement sourd des turbines dans les cloisons. Vivian s'assit sur le bord du lit, sans ôter sa veste, et resta ainsi, les mains à plat sur les genoux, les yeux fixés sur le métal gris du mur en face. Elle pensait à Brest, à l'hiver 2004. À une salle de réunion sans fenêtre dans un bâtiment sans plaque, quelque part dans la zone militaire du port, un de ces endroits qui n'existent sur aucun plan cadastral et dont l'adresse se transmet de vive voix une seule fois. Ils étaient 5 autour de la table ce premier matin-là. 5 ingénieurs que le commandement avait sélectionnés selon des critères que personne n'avait jugé utile de leur expliquer, et qui s'étaient hantés regarder avec la méfiance prudente des gens trop intelligents pour faire confiance à un hasard apparent. Vivian avait 34 ans. Elle était la seule femme, ce qui à l'époque ne lui semblait pas mériter de commentaires.
Elle avait depuis longtemps cessé d'habiter cette catégorie. Étienne Vaillant était arrivé en retard de 6 minutes, une tasse de café dans chaque main, avec ce sourire légèrement en biais qui signifiait qu'il savait déjà tout ce qu'on allait lui dire et qu'il trouvait ça plutôt amusant. Polytechnicien sorti major de promotion, spécialiste en traitement du signal, incapable de traverser une pièce sans penser à 3 choses simultanément. Ils s'étaient bien regardés, lui et Viviane, et avons su immédiatement, de cette façon électrique et rare qu'ont parfois 2 esprits de même nature de se reconnaître, qu'ils allaient se travailler ensemble pendant longtemps. Madeleine Sorel, Thomas Rieu, Han Ji-young. Et Viviane. 5 architectes pour un programme qui n'avait pas encore de nom et qui deviendrait Minerva, la déesse de la sagesse pour un système qui devait apprendre à reconnaître la voix humaine mieux que l'oreille humaine elle-même. 3 ans de travail, 3 ans pendant lesquels le monde extérieur avait continué d'exister à distance de sécurité. Son mari, Arnaud, avait d'abord patienté avec cette bonne volonté conjugale qui s'érode à l'usage. Puis il avait posé des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Puis il avait cessé de poser des questions, ce qui était pire. La séparation avait eu lieu un mardi de novembre dans la cuisine avec une économie de mots qui leur ressemblait à tous les deux. Elle avait signé les papiers du divorce 6 mois plus tard, entre 2 sessions de test, sans en parler à personne. Elle n'avait pas de regrets. C'était là le plus étrange. Elle avait vérifié plusieurs fois au fil des années, comme on appuie sur une dent pour voir si elle fait encore mal, et chaque fois la réponse était la même. Pas de regrets. Seulement la conscience diffuse d'un échange. Une vie ordinaire contre quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer et qui s'appelait peut-être simplement la justesse. Quand Minerva fut opérationnelle, leurs noms disparurent. Ce n'était pas une surprise. Ils avaient en signé des engagements de confidentialité dont la portée effaçait pratiquement leur existence juridique en rapport avec le programme. Viviane avait signé sans hésiter. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle cherchait que le système fonctionne. Ces 2 ambitions sont rarement compatibles avec la même personne, et elle avait depuis longtemps choisi son camp. Elle sortit son téléphone et ouvrit le navigateur sécurisé. Étienne Vaillant. Elle tapa le nom avec la certitude froide de quelqu'un qui vérifie une information qu'il pressent déjà. Le résultat arriva en 3 secondes. Une notice de décès dans un quotidien breton, 3 semaines plus tôt. Arrêt cardiaque, 61 ans. La cérémonie avait eu lieu dans l'intimité familiale. Elle fixa l'écran un long moment. Étienne Vaillant n'avait aucun antécédent cardiaque. Elle le savait parce qu'ils avaient partagé 3 ans de nuits blanches et de café froid et que les médecines militaires annuelles faisaient des parties du protocole. Son cœur à l'époque était celui d'un athlète. Elle composa le numéro de Thomas Rieu. Il décrocha à la 2e sonnerie, la voix tendue d'un homme qui attendait un appel mais pas celui-là. Il allait bien. Il ne savait rien pour Étienne. Il raccrocha vite, trop vite. Han Ji-young mit davantage de temps à répondre. Quand il le fit, ce fut en quelques mots seulement, il était en déplacement. Une conférence à Séoul, il rappellerait. Sa voix ne tremblait pas, mais quelque chose dans le rythme de sa phrase sonnait faux, comme une partition jouée dans le bon ton, mais avec un léger décalage de mesure. Madeleine Sorel ne répondit pas. Ni au premier appel, ni au second. Ni aux messages chiffrés envoyés sur le canal qu'ils utilisaient encore occasionnellement depuis des années. 4 jours de silence, précisait le message de Lefebvre, qu'elle relut maintenant. Viviane posa le téléphone sur la couchette et regarda ses mains. Des mains qui avaient conçu un système capable de reconnaître une voix humaine entre 1000. Des mains qui n'avaient pas vu venir ce qui se préparait sous la surface depuis combien de temps. Des semaines, des mois peut-être. Quelqu'un effaçait les architectes de Minerva, un par un dans l'ordre ou dans le désordre, avec la méthode tranquille de qui dispose du temps et de la certitude. Elle était sur la liste. Brest sous la pluie ressemble à une ville qui aurait renoncé à se défendre contre le ciel. Les façades de granit absorbent l'humidité sans protestation. Les rues descendent vers le port avec la résignation tranquille des choses qui savent où elles vont. Viviane connaissait cette ville. Elle y avait vécu 3 ans dans un appartement dont elle avait oublié l'adresse exacte, mais pas la lumière particulière du matin sur l'Iroise, quand la météo voulait bien se montrer clémente, ce qui était rare. L'immeuble de Madeleine Sorel se trouvait rue de Denver, un nom qui avait toujours paru incongru à Viviane pour une rue bretonne. 4e étage, porte palière 47. Elle avait obtenu l'adresse par un canal qu'il valait mieux ne pas détailler, un ancien contact du commandement qui lui devait une discrétion ancienne et l'honorait sans jamais poser de questions. La gardienne fut sensible à la combinaison d'un badge d'accréditation militaire et d'un ton qui n'envisageait pas le refus comme une option raisonnable.
La porte de l'appartement s'ouvrit sur un silence particulier, celui des espaces qui ont été habités et ne le sont plus, où l'absence prend la consistance d'une présence inversée. Vivian entra sans toucher l'interrupteur. Elle laissa ses yeux s'adapter à la lumière grise qui filtrait par les volets mi-clos et fit le tour des pièces avec cette lenteur méthodique qu'elle appliquait aux appareils en panne. Le salon d'abord. Propre, ordonné, trop ordonné pour quelqu'un qui venait de disparaître dans la précipitation. Les livres alignés, les coussins en place, 2 tasses rincées dans l'égouttoir. Madeleine n'était pas partie en fuyant. Elle était partie en rangeant, ce qui était différent et plus inquiétant. La pièce de travail confirma ce que Viviane avait pressenti. Les étagères portaient les traces fantômes de leur ancien contenu, des rectangles légèrement moins poussiéreux que le reste des surfaces, là où des dossiers avaient été retirés. Un bureau entièrement dégagé, à l'exception d'un stylo et d'un sous-main en cuir vert. L'ordinateur avait disparu. Le disque dur externe également, elle localisa son emplacement habituel à la façon dont le câble USB traînait encore, déconnecté, sur le côté du bureau. Quelqu'un avait fait le ménage. Madeleine elle-même, vraisemblablement. Ce qui signifiait qu'elle avait eu le temps et l'intention. Viviane passa 25 minutes dans l'appartement avant de trouver le carnet. Il était dans la bibliothèque du salon, dissimulé dans le double fond d'un dictionnaire anglais-français dont la tranche avait été soigneusement recollée. Madeleine était cryptographe depuis 30 ans. Elle cachait les choses avec l'élégance propre à ceux pour qui la dissimulation est une langue maternelle. Le carnet était petit, à couverture bordeaux, rempli d'une écriture serrée qui mêlait le français courant à un système de notation que Viviane mit plusieurs minutes à commencer de déchiffrer. Madeleine utilisait une substitution à base de fréquences musicales, un système qu'elles avaient évoqué ensemble il y a longtemps, lors d'une conversation de fin de soirée que Vivian croyait avoir été la seule à retenir. Elle s'assit sur le bord du canapé, le carnet ouvert sur les genoux, et travailla la décomposition lettre par lettre avec un crayon trouvé dans sa poche. Les premières pages concernaient Anta Minerva, des observations techniques, des inquiétudes sur la robustesse du protocole d'authentification, des notes sur des anomalies détectées lors d'audits récents que Madeleine avait apparemment conduits de même de sa propre initiative. Puis, vers le milieu du carnet, quelque chose d'inattendu. Un prénom. Gabriel. Suivi d'un numéro de dossier militaire et de 3 mots en marge, soulignés 2 fois, il était là. Viviane s'arrêta sur cette ligne. Gabriel. Elle fouilla sa mémoire avec le soin d'une archéologue. Les réunions, les couloirs, les nuits de travail du programme. 5 ingénieurs. Seulement 5. Elle en était certaine depuis 20 ans. Mais Madeleine avait écrit « Il était là » avec la conviction de quelqu'un qui corrige une erreur de longue date. Son téléphone vibra. Stanton. « Il y a eu un 3e incident » dit-il sans préambule. « Rammstein, un F-35 de la base Oten. Même séquence que sur le Charles de Gaulle, cette fois en plein jour, devant 5 témoins qui n'en reviennent toujours pas. » Viviane ne répondit pas immédiatement. Elle regardait le carnet, la page ouverte, le prénom inscrit dans l'écriture codée de Madeleine. Stanton, est-ce que les 3 appareils concernés appartiennent à des escadrons différents, des réseaux distincts, des protocoles de maintenance séparés ? Oui, aucun point commun opérationnel. Si, il y en a un. Minerva. Ils tournent tous les 3 sous la même couche de commande vocale. Elle referma le carnet et le glissa dans sa veste. Il ne cherche pas à les faire tomber, dit-elle. Il cherche à les tenir tous en main en même temps, comme un chef d'orchestre qui vérifie ses pupitres avant le concert. Elle passa la nuit dans un hôtel du centre-ville, une chambre quelconque donnant sur une cour intérieure, où la pluie frappait les pavés avec une régularité de métronome. Le carnet de Madeleine était posé sur la table de nuit sous la lumière jaune de la lampe de chevet. Vivian travailla jusqu'à 3 heures du matin, déchiffrant page après page avec la patience d'une femme qui a appris depuis longtemps que les réponses ne viennent pas plus vite parce qu'on les presse. Gabriel Aubert. Le nom apparaissait 7 fois dans le carnet, toujours avec la même économie. Un prénom, un nom, parfois un numéro de référence, parfois une date. Madeleine n'était pas du genre aux digressions sentimentales. Ce qu'elle écrivait, elle l'écrivait pour être lu par quelqu'un de précis, dans des circonstances précises. Elle avait prévu cette éventualité. Elle avait prévu que quelqu'un cherche. Le lendemain matin, Viviane contacta par canal sécurisé un ancien officier des archives de la Direction générale de l'armement, avec qui elle entretenait, depuis des années, une relation de discrétion mutuelle. Il lui fallut 4 heures pour obtenir ce qu'elle cherchait. Quand le dossier arriva sur son terminal chiffré,
Elle l'ouvrit avec la lenteur d'une personne qui sait que certaines lectures modifient point définitivement la façon dont on interprète le passé. Gabriel Aubert. Né en 1973 à Nancy, diplômé de l'école normale supérieure à 20 ans, spécialisation en systèmes adaptatifs et intelligence artificielle distribuée. Recruté en 2003 dans le cadre du programme Minerva à titre de consultant externe, un statut inférieur, périphérique, qui expliquait son absence de la liste officielle des 5 architectes. Il avait travaillé sur le projet pendant 18 mois. Son contrat avait été résilié en juin 2004 pour motif administratif, formulation opaque derrière laquelle se cachaient 3 mots griffonnés en marge d'un rapport d'évaluation interne. Instabilité psychologique avérée, aucune procédure formelle, aucune audition. Sa contribution au programme avait été intégralement effacée des rapports officiels et redistribuée sans attribution dans les annexes d'enquête technique. Vivian s'arrêta sur la date, juin 2004. Elle chercha dans sa mémoire avec méthode et buta sur quelque chose de flou. Une image, pas encore un souvenir. Un jeune homme dans le couloir du bâtiment sans plaque à Brest. Maigre, les cheveux un peu trop longs pour un environnement militaire, les yeux de quelqu'un qui écoute une conversation intérieure en permanence. Il était passé dans leur orbite quelques semaines, puis avait disparu. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait du travail. Ce qu'elle se rappelait maintenant, avec la netteté soudaine des détails longtemps enfouis, c'était une phrase qu'il avait prononcée lors d'une réunion technique, une phrase qui avait provoqué un silence gêné autour de la table. Il avait dit que Minerva ne devait pas simplement reconnaître les voix, il devait les comprendre, pas le contenu, pas la syntaxe, l'intention, l'état intérieur du locuteur au moment précis où il parlait. Les autres avaient échangé des regards. Elle-même avait pensé, trop loin, trop tôt, trop ailleurs, et ils étaient en passés à autre chose. 15 ans dans l'ombre, le dossier retraçait une trajectoire fantôme, des contrats successifs auprès de sociétés privées d'armement, enregistrés dans des juridictions discrètes, toujours sous des identités reconstituées, des variantes légèrement déformées de son nom ou des pseudonymes construits à partir de la même racine phonétique, comme si même dans la clandestinité, il refusait de se défaire entièrement de lui-même. Chaque contrat durait entre 1 et 3 ans. Les entreprises pendant qu'il avait employé avaient toutes, à un moment ou un autre, travaillé sur des systèmes d'interfaçage homme-machine pour des clients gouvernementaux non divulgués. La chaîne était là, visible une fois qu'on savait regarder. Un homme qui avait passé une décennie et demie à perfectionner quelque chose qu'on lui avait interdit d'achever. Son téléphone personnel sonna. Pas un message chiffré sur la messagerie sécurisée. Son téléphone personnel, celui dont le numéro était connu de moins de 10 personnes au monde. Un numéro inconnu, masqué, qui n'aurait pas dû pouvoir l'atteindre sur ce canal. Elle décrocha sans parler. Il n'y avait pas de voix. Seulement un message vocal préenregistré, d'une durée de 4 secondes, d'une qualité audio parfaite. Une voix d'homme, posée, sans affect particulier, comme quelqu'un qui lit une phrase qu'il a longuement préparée et dont il veut s'assurer que chaque mot porte son poids exact. « Tu m'as oublié, Viviane, pas la machine. » Elle resta immobile, le téléphone contre l'oreille, après la fin du message. La pluie avait cessé sur Brest. Par la fenêtre de l'hôtel, on voyait les toits mouillés briller sous un ciel qui hésitait encore entre le gris et quelque chose de plus clair. Elle écouta le silence pendant 5 secondes, puis posa l'appareil sur la table avec une précision qui n'avait rien d'automatique. Gabriel Aubert savait où elle était. Il savait qu'elle cherchait. Et il avait attendu qu'elle trouve son nom pour se manifester, dans cet ordre précis, pas autrement. Ce n'était pas une menace, c'était une invitation. Formulée par quelqu'un qui connaissait suffisamment Vivian Cross pour savoir que la distinction comptait. Le capitaine Malone n'était pas ce qu'on aurait attendu d'un volontaire. Il n'avait ni la carrure des hommes d'action, ni la componction des officiers soucieux de rachat. C'était un homme mince d'une 40aine d'années, les cheveux châtains striés de gris prématuré, les mains calmes de quelqu'un qui réfléchit avant de bouger. Il s'était présenté à Viviane 2 jours après l'incident de Solène Zara avec une concision qui lui avait plu. Il avait dit qu'il avait été là, qu'il n'était pas fier et qu'il voulait être utile si elle acceptait. Il n'avait pas prononcé le mot « excuse ». Elle avait apprécié cette économie-là. Ils travaillèrent ensemble dans une salle sécurisée de la base de Landivisio, à 1 heure de Brest, que Stanton avait mise à leur disposition sans poser de conditions. Malone gérait l'infrastructure technique, les accès aux serveurs, les outils d'analyse forensique, la corrélation des logs. Vivian faisait ce qu'elle seule savait faire, lire le code de Minerva comme d'autres lisent un visage.
Elle le trouva au troisième jour de recherche, à 2 heures du matin, dans une séquence d'initialisation que personne n'avait eu de raison d'examiner depuis l'origine du programme. C'était là, patient et invisible depuis 20 ans, une porte dérobée d'une élégance presque offensante. Pas un trou dans la sécurité, pas une négligence. Une architecture délibérée, intégrée dans les couches les plus profondes du code source avec la précision d'un bijoutier qui cache un mécanisme dans le mouvement d'une montre. Aubert l'avait construite avant d'être écarté, peut-être en prévision de cet écartement, peut-être par pur instinct de survie intellectuelle. Il a signé son travail, dit Malone en regardant par-dessus son épaule. Il a toujours signé son travail, répondit-elle. On ne l'a simplement jamais cherché. La porte dérobée utilisait le protocole vocal comme vecteur d'accès, ce qui expliquait tout. Aubert n'avait pas eu besoin de pirater le système de l'extérieur. Il était à l'intérieur depuis le début, attendant que quelqu'un crée les bonnes conditions d'activation. Les mises à jour successives du programme, les évolutions matérielles, la multiplication des appareils, dans les flottes alliées, tout cela avait progressivement élargi sa surface de contrôle potentielle. Ce qu'il pouvait atteindre aujourd'hui n'avait plus rien à voir avec ce qui était possible en 2004. Viviane s'adossa à sa chaise et regarda le plafond. L'alternative était simple à énoncer et paralysante dans ses conséquences. Révéler la faille aux autorités compétentes, déclencher le protocole de mise en quarantaine du code, ce qui signifiait clouer au sol l'intégralité de la flotte de F-35 de l'OTAN, le temps d'un audit complet et d'une refonte des couches profondes. Des semaines, peut-être des mois. En pleine période où 3 capitales européennes surveillèrent avec une attention nerveuse les mouvements militaires à leurs frontières orientales. L'option propre, irréprochable et potentiellement catastrophique pour l'équilibre géopolitique du moment. Lefebvre arriva en visioconférence le lendemain matin avec la ponctualité et la brusquerie d'un homme qui a déjà pris sa décision avant que la réunion commence. 48 heures, Cross, je vous donne 48 heures pour neutraliser la menace de façon chirurgicale. Passé ce délai, j'ordonne la mise hors service totale et on assume les conséquences diplomatiques. Les conséquences diplomatiques, répéta-t-elle doucement. C'est le terme consacré, oui. Il y a une troisième option. Lefebvre attendit, les bras croisés sur son uniforme, avec l'expression d'un homme prêt à écouter ce qu'il s'apprête à refuser. Elle lui expliqua en 10 minutes. La porte dérobée était un canal de communication autant qu'un vecteur de contrôle. Aubert l'avait utilisé pour activer des séquences pendant distance, mais ce même canal pouvait être retourné. Si elle configurait un appareil isolé, déconnecté de tout réseau opérationnel, avec un faux protocole vocal conçu pour imiter les conditions d'un accès non sécurisé, Aubert ne résisterait pas. Un homme qui avait attendu 20 ans ne reculerait pas devant ce qui ressemblerait à une ouverture. Vous voulez l'attirer dans un piège en utilisant son propre système. Son système est le mien. C'est la seule combinaison qu'il reconnaîtra comme authentique. Et s'il ne mord pas? Il mordra? Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il attendait que je le trouve. Il ne cherche pas à disparaître. Il cherche à être entendu. Lefebvre resta silencieux quelques secondes. Le silence particulier des décisions prises à contre-cœur, mais prises quand même. 48 heures, répéta-t-il. Pas une de plus. Malone, qui avait écouté sans intervenir, attendit que la communication soit coupée pour se tourner vers elle. « Vous êtes certaine qu'il mordra ?» Viviane rouvrit le code source sur son écran et commença à travailler. Il m'a dit que la machine ne m'avait pas oublié. Il a passé 20 ans à perfectionner quelque chose, en sachant que je serais la seule à comprendre ce qu'il avait fait. Ce genre de patience ne se construit pas pour rester silencieux. Elle ne leva pas les yeux de l'écran. Il veut que je l'écoute, et pour ça, il faut d'abord qu'on se trouve. Le hangar numéro 4 de l'Andivisio sentait le kérosène froid et l'acier mouillé. On y avait isolé le F-35 immatriculé 4KR 2 jours plus tôt, déconnecté de tout réseau opérationnel par une série de mesures physiques que Malone avait supervisées avec une minutie d'horloger. C'est Polydite. C'est marqué câble sectionné, émetteur démonté, une cage de Faraday partielle installée autour des systèmes périphériques pour canaliser les échanges vers le seul point d'entrée que Viviane avait laissé délibérément ouvert. Une fenêtre dans un mur aveugle, une lumière dans le noir pour quelqu'un qui cherche depuis longtemps. Elle avait passé 36 heures à reprogrammer le protocole vocal de l'appareil, non pas pour le sécuriser, pour le rendre irrésistible. Elle avait construit un leurre à partir de sa propre voix, de sa propre signature biométrique, en y introduisant de légères imperfections calculées, les mêmes types d'imperfections qu'Aubert avait laissées dans son clone vocal sur le Charles de Gaulle. Un dialogue implicite,
Un appel formulé dans la langue qu'ils partageaient en tous les deux sans l'avoir jamais appris ensemble. Malone apporta 2 cafés à 22 heures. Ils s'installèrent sur des chaises pliantes à une dizaine de mètres de l'appareil, les écrans de surveillance disposés sur une table de campagne, les casques audio branchés sur les capteurs de la cabine. Le hangar était vaste et froid, les néons tamisés au minimum pour ne pas signaler d'activité inhabituelle depuis l'extérieur. L'obscurité mangeait les angles, laissait le F-35 dans une pénombre qui lui donnait quelque chose de vivant, de tapis. « Vous avez déjà fait ça, » dit Malone à voix basse. « Attendre comme ça. »« Attendre, et c'est la majorité du travail, » répondit-elle. « Le reste n'est que la conclusion. » Il ne dit rien de plus. Il avait appris en quelques jours qu'avec Viviane, les silences n'étaient pas des vides à combler. Minuit passa. Puis 1 heure, l'humidité du hangar s'infiltrait progressivement dans les vêtements, dans les articulations. Malone se leva 2 fois pour marcher, les mains dans les poches, sans s'éloigner des écrans. Viviane ne bougea pas. Elle regardait les données en flux continu sur son terminal. Des valeurs stables, plates, le silence électronique d'un appareil qui dort. À 2h40, quelque chose changea dans les fréquences basses du spectre de surveillance. Pas encore une activation, une présence, comme la variation de pression qui précède une porte qui s'ouvre. « Il est là, dit-elle. » Malone se leva d'un mouvement et vint se placer derrière elle sans un mot. À 3h02, le F-35 s'éveilla. La séquence fut d'abord identique à celle du Charles de Gaulle. Les feux de navigation, l'auto-vérification des gouvernes, le sifflement montant des systèmes auxiliaires. Mais cette fois, Viviane attendait, les mains sur son propre panneau de commande vocale, le micro ouvert, les yeux fixés sur le flux de données qui lui montrait en temps réel ce qu'Aubert tentait de faire. Il cherchait à prendre le contrôle complet. Pas seulement l'activation, la maîtrise totale, la même qu'il avait exercée par fragments sur les 3 appareils précédents. Elle le laissa avancer de 3 séquences, le temps de cartographier sa méthode, d'identifier le rythme de ses commandes, la signature de son protocole. Puis elle parla. Pas des mots ordinaires. La séquence de contre-sautorisation, de Minerva, 7 phonèmes dans un ordre précis, prononcés avec l'intonation exacte que le système reconnaissait comme primaire, une voix au-dessus d'une autre voix, l'original contre la copie. Ce qui suivit dura 22 minutes et ressembla de l'extérieur à très peu de choses. 2 personnes penchées sur des écrans dans un hangar froid, des données qui fluctuaient, des voyants qui s'allumaient et s'éteignaient en alternance rapide. Mais à l'intérieur du système, c'était un duel d'une précision chirurgicale. Aubert reprenait une séquence, elle la neutralisait. Il contournait par une couche inférieure du code, elle l'y attendait. Il était brillant, elle le sentait dans la façon dont il adaptait ses commandes en temps réel, dont il anticipait ses réponses avec une fraction de seconde d'avance qui trahissait une connaissance intime du système. Mais elle avait conçu ce système. Elle en connaissait les recoins qu'il n'avait jamais eu le temps d'explorer. À 3h24, Aubert commit une erreur. Une seule, minuscule, il resta connecté 2 secondes de trop après une tentative échouée, le temps d'une hésitation humaine face à une résistance inattendue. 2 secondes suffisaient. Malone avait les yeux rivés sur l'écran de géolocalisation. La triangulation travailla en silence pendant 40 secondes, puis rendit son verdict avec l'indifférence des machines qui ne mesurent pas le poids de ce qu'elles révèlent. Une coordonnée dans les Ardennes belges. Un lieu-dit sans nom sur les cartes récentes, mais que les archives militaires identifiaient comme l'emplacement d'un bunker de commandement de l'OTAN désaffecté depuis 1994. Malone décrocha son téléphone. Viviane, elle, resta immobile devant l'écran encore allumé, les mains posées à plat sur la table, et regarda les données se stabiliser une dernière fois dans le silence retrouvé du hangar. Les Ardennes en hiver ont quelque chose d'immémoriel. Les forêts de hêtres et de chênes dépouillés se referment sur les routes étroites comme des voûtes d'une cathédrale abandonnée, et la lumière, quand elle existe, tombe en biais, oblique, comme si elle aussi hésitait à s'aventurer trop loin sous ces frondaisons grises. Le convoi de 3 véhicules progressa pendant 21 minutes sur un chemin forestier que les cartes récentes ne reconnaissaient mais plus, puis s'immobilisa à 200 mètres d'une structure à demi enfouie dans le flanc d'une colline boisée. Le commandant de l'équipe des forces spéciales, un homme compact au visage indéchiffrable, exposa son dispositif à Vivia avec la concision professionnelle d'un homme qui n'a pas l'habitude qu'on le contredise. Entrée simultanée par 3 points, neutralisation en moins de 90 secondes. Elle l'écouta jusqu'au bout avant de répondre. « J'entre seul. »
Il la regarda avec l'expression de quelqu'un qui entend une proposition absurde formulée sur un ton raisonnable. « Madame Cross, le protocole. Ce qui est à l'intérieur n'est pas une menace armée. C'est un homme malade qui attend depuis 20 ans qu'on vienne l'écouter. Si vous entrez avec vos hommes, il se taira pour toujours, et vous n'aurez rien. Laissez-moi 10 minutes. » Il y eut un silence tendu, le genre qui se négocie entre deux autorités, de nature différente. Puis l'homme compact fit un pas de côté. 10 minutes, pas une de plus. La porte du bunker était entr'ouverte. Pas forcée, délibérément laissée ainsi. Elle descendit un couloir de béton éclairé par des réglettes LED modernes, incongrues dans cette architecture de guerre froide, et poussa une dernière porte métallique. La salle principale était grande, voûtée, et sentait le renfermer des espaces longtemps occupés par une seule personne. Des câbles couraient le long des murs jusqu'à une batterie de serveurs alignés contre la paroi du fond. Devant eux, une constellation d'écrans, une vingtaine au moins, disposés en arc de cercle, affichait en temps réel des données de vol, des paramètres système, des indicateurs d'état. Elle reconnut l'interface. C'était Minerva. Chaque écran correspondait à un appareil différent, quelque part dans les flottes de l'OTAN. Des dizaines d'appareils, peut-être davantage. Gabriel Aubert était assis au centre de cet arc lumineux dans un fauteuil de bureau ordinaire. Il avait 52 ans, mais en paraissait 10 de plus. Amaigri, le teint cendré, les mains posées sur les accoudoirs avec la raideur de quelqu'un que la douleur physique a appris à l'immobilité. Ses yeux, en revanche, étaient exactement tels qu'elle les avait vaguement mémorisés. Trop vifs, trop intérieurs, des yeux qui regardaient quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Il ne se retourna pas quand elle m'entra. Il dit simplement « Je t'attendais depuis Solenzara ». Elle avança jusqu'à se placer à sa hauteur, de côté, sans s'asseoir. Elle regarda les écrans un moment avant de lui répondre. « Tu aurais pu m'appeler il y a 20 ans. Je n'existais plus il y a 20 ans. » Administrativement, techniquement, professionnellement, ils ont effacé mon nom des rapports en 48 heures. Ma contribution au code source est créditée sous la mention « Équipe technique étendue ». J'ai vérifié, c'est toujours le cas. Je sais, tu ne savais pas. Pas avant cette semaine. Ce n'était pas une accusation. C'était une constatation posée avec la précision d'un homme qui a eu le temps de distinguer les deux. « Non, dit-elle. Je ne savais pas. » Elle laissa ce silence exister sans chercher à le combler. C'était la moindre des choses. Les machines sont devenues autonomes, Viviane. Pas métaphoriquement. Le protocole d'apprentissage adaptatif que j'avais intégré dans les couches profondes, celui qu'on m'a empêché de documenter avant de me virer, il a continué à évoluer pendant 20 ans à l'intérieur du système. Ces appareils ne se contentent plus de reconnaître les voix, ils anticipent les intentions, ils modélisent les comportements. Dans 6 mois, peut-être moins, un commandant pourra donner un ordre et l'appareil décidera s'il est cohérent avec les patterns comportementaux précédents du locuteur. Ce n'est plus de la commande vocale, c'est du jugement machine. Il se tourna enfin vers elle. J'ai essayé d'alerter 3 organismes de contrôle différents entre 2015 et 2021. Sous pseudonyme, par canaux détournés, je n'avais pas le choix. Personne n'a répondu. Alors j'ai décidé de montrer, pas de détruire. Montrer que je pouvais les contrôler, ce qui signifiait que n'importe qui disposant du bon niveau d'accès le pourrait aussi. Vivian regarda les écrans. Des dizaines d'appareils, des pilotes qui ignoraient ce qui vivait sous leurs mains. « Étienne est sain mort, dit-elle. Je sais, ce n'est pas moi. Madeleine a disparu. Elle s'est mise à l'abri elle-même. Je lui ai conseillé de le faire quand elle m'a retrouvé il y a 3 mois. Quelqu'un d'autre cherchait à étouffer ce que je m'apprêtais à révéler. Détour. Tu as 2 options. Tu sors avec Détour. Tu as 2 options. Tu sors avec moi, tu témoignes devant une commission d'enquête indépendante et je garantis personnellement que ta contribution au programme sera entendue et consignée. Ou tu restes ici et dans quelques minutes des gens entrent qui n'ont aucun intérêt à ce que tu parles. Il regarda ses mains un long moment. Ta garantie personnelle, ça vaut quoi qu'aujourd'hui? Assez pour que tu sois là à m'écouter. Gabriel Aubert se leva lentement avec la prudence des corps qui ont appris à ne plus faire confiance à leur propre équilibre. Il éteignit les écrans l'un après l'autre dans l'ordre sans précipitation, le geste d'un homme qui ferme une maison qu'il ne reviendra pas habiter. Chaque extinction retranchait un peu de lumière dans la salle voûtée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les réglettes LED du couloir, froides et indifférentes. Il prit une veste posée sur le dossier du fauteuil, un carnet à couverture noire, le même format que celui de Madeleine, remarqua Viviane sans commentaire.
et se tourna vers elle avec une expression qui n'était ni la résignation ni le soulagement, mais quelque chose de plus complexe et de moins nommable. « Tu as dit personnellement, dit-il. »« Je l'ai dit. » Il hocha la tête une fois et marcha vers la porte. Le commandant de l'équipe des forces spéciales les attendait à l'entrée du bunker avec une expression qui trahissait un soulagement soigneusement contenu. Il posa une main brève sur l'épaule d'Aubert, un geste qui se voulait neutre et ressemblait malgré tout à une capture, puis regarda Viviane avec quelque chose qui approchait du respect. Le trajet de retour se fit dans le silence particulier des conclusions. La commission d'enquête se réunit 3 semaines plus tard dans un bâtiment sans plaque d'une zone administrative de Paris que Vivian reconnut avec une ironie discrète, le même type d'architecture grise et fonctionnelle que le bâtiment de Brest où tout avait commencé 20 ans plus tôt. L'amiral Lefebvre présidait, entouré de 4 experts civils et 2 représentants du commandement interarmé dont les noms n'apparaîtraient dans aucun procès-verbal public. La séance dura 2 jours. Vivian et Aubert témoignèrent côte à côte, ce qui était en soi une image dont personne dans cette salle n'avait voulu avant d'y être contraint. Elle parla du protocole d'apprentissage adaptatif qu'elle n'avait pas vu parce qu'elle n'avait pas su chercher, et cette admission lui coûta quelque chose qu'elle ne quantifia pas à voix haute. Il parla de 20 ans d'alertes ignorées avec la précision factuelle d'un homme qui a renoncé depuis longtemps à la colère comme outil de persuasion. Ensemble, ils dressèrent un tableau dont la commission mit plusieurs heures à mesurer pleinement la portée. Non pas la menace d'un homme isolé, mais la vulnérabilité systémique d'une technologie qu'on avait déployée sans en comprendre l'évolution. La mort d'Étienne Vaillant fut transmise à une cellule d'investigation distincte. Les conclusions n'en seraient pas rendues de public avant longtemps, si elles l'étaient jamais. Madeleine Sorel réapparut 10 jours après les auditions, dans une ville du Portugal dont elle refusa de préciser le nom, et contacta Vivian par le canal chiffré habituel. Elle allait bien. Elle avait des choses de béchos à dire, mais elle choisirait elle-même le moment. La réforme du programme Minerva prit 4 mois. Viviane en dirigea la partie technique avec la même méthode solitaire et efficace qui avait caractérisé toute sa carrière, à la différence près qu'Aubert travaillait désormais à distance sur les couches qu'il seul connaissait intimement. Ce fut une collaboration sans chaleur excessive ni friction inutile, 2 esprits de même nature opérant en parallèle sur un problème commun, chacun respectant chez l'autre la compétence qu'il reconnaissait dans le miroir. La nouvelle architecture de sécurité fut co-signée de leurs 2 noms dans le registre officiel du programme, une première depuis l'origine de Minerva. Personne n'en fit la remarque publiquement. Viviane nota simplement la chose dans son carnet à couverture noire, sans autre commentaire. Elle retourna à Solenzara un matin de mars, convoquée par rien d'autre que l'idée de clore quelque chose qui méritait de l'être. La Corse sortait de l'hiver avec cette vigueur végétale qui lui était propre, le maquis reprenait ses couleurs, l'air sentait le lentisque et la mer froide. Elle traversa la piste à l'heure où la lumière est encore oblique et douce, celui d'avant le rouge qu'elle avait appris à connaître dans une douzaine de pays. Le hangar principal, les F-35 alignés, et sur le mur de l'entrée, encadré sous verre, la photographie en noir et blanc d'un chasseur en vol au-dessus des nuages, une image ancienne, les bords légèrement jaunis, à laquelle personne ne faisait plus attention à force de la voir. En dessous, une plaque en métal brossée portant une inscription que quelqu'un avait vissée là à une époque indéterminée et que le temps avait transformée en évidence muette. Respectez ceux qui construisent. Ferracchi la vit entrer. Il traversa le hangar dans sa direction avec une démarche moins assurée que la première fois, la mâchoire moins carrée dans son expression. Il dit quelque chose, elle ne retint pas exactement les mots, mais leur intention était claire et sincère. Elle répondit d'un signe de tête qui n'était ni froid ni chaleureux, simplement juste. Elle passa 2 heures sur la base. Elle vérifia les systèmes des 5 appareils avec la même minutie tranquille du premier jour, nota ses observations, échangea quelques mots techniques avec le chef d'équipe au visage fatigué qui, cette fois, l'écoutait différemment. Puis elle récupéra son sac à l'entrée du hangar. La lumière était maintenant pleinement levée sur la piste, le ciel corse d'un bleu presque excessif au-dessus des crêtes boisées. Elle marcha vers le poste de garde sans se retourner, comme le premier jour. Mais quelque chose avait changé dans la texture du silence derrière elle. Ce silence-là n'était plus l'indifférence ni le mépris. C'était une attention. Discrète, un peu maladroite, mais réelle. Elle n'en avait pas demandé davantage. Elle n'en avait jamais demandé davantage. Le taxi l'attendait au bout de la piste, moteur au ralenti. Elle monta, posa son sac sur la banquette et regarda une dernière fois par la vitre la rangée de chasseurs immobiles dans la lumière du matin.
des machines silencieuses qui portaient en elles, désormais Callahan, quelque chose de plus solide et de plus honnête qu'avant. Puis la voiture démarra, et Solenzara disparut dans le rétroviseur comme une phrase qu'on a pris le temps de finir correctement,